Sans plus attendre, accueillons Hervé Morin, président de la région Normandie, président des centristes. Hervé Morin. Bien, il y a une chose qui me dérange beaucoup, c'est que ceux qui ne sont pas normands vont penser qu'il pleut. C'est désespérant. Enfin, ceci dit, ça nous permet d'avoir encore une agriculture puissante et productive. Quand on voit à quel point au sud de la Loire, ça devient compliqué avec le réchauffement climatique. Pour nous, on a encore un espace qui est un grand espace de production agricole. Et donc, pour une fois, il pleut un peu plus qu'en Vendée, mon cher Bruno. Et je voudrais tout d'abord commencer par remercier celles et ceux qui, depuis une bonne dizaine d'années, nous permettent de faire chaque année la fête de la pomme. Je pense à monsieur et Mme Bourbonne qui sont là. Je voudrais juste vous dire une chose. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont là. Je voudrais juste vous dire une chose. Vous avez accueilli à peu près toutes les personnalités politiques de la droite et du centre droit. Un jour, vous pourrez dire, peut-être, bientôt, j'ai accueilli le président de la République. Bon. Mme Bourbonne, comme chaque année, il va falloir vous dévouer pour recevoir le bouquet. Et donc, merci mille fois pour votre gentillesse et votre capacité à subir pendant plusieurs jours la préparation de cet événement. Donc, merci mille fois dans ce lieu magnifique qui est la Fortière, qui symbolise tellement ce patrimoine extraordinaire que nous avons en Normandie. Merci beaucoup. Bien. Mon cher Bruno, tu n'es pas en Vendée, mais je voudrais dire alors pardon pour les conseillers régionaux qui ont entendu ma farce 200 fois, mais j'ai envie de la dire devant le ministre de l'Intérieur tout de même. C'est une terre très particulière, Bruno, que la nôtre. David a évoqué la Normandie conquérante, mais je voudrais dire à tous ceux qui l'auraient oublié, c'est que cette terre des conquérants, cette terre des Normands, elle a notamment été d'une telle puissance qu'elle a influencé une partie de la construction de l'Europe, mais que tu es ici sur la terre de celles et ceux qui ont été les seuls dans l'histoire moderne à conquérir l'Angleterre. Non seulement nous avons conquis l'Angleterre, je ne pense pas que les Vendéens puissent avoir telle initiative à travers l'histoire, mais nous leur avons donné notre duc qui est devenu leur roi, nous leur avons donné nos institutions. La prochaine fois que tu auras une rencontre avec le ministre de l'Intérieur britannique, tu pourras, j'ai ce que j'ai vu, c'est pour ça que je le dis, tu pourras lui rappeler que la tour de Londres est faite avec la pierre de Caen, cher Joël. Et non seulement tu pourras leur dire que nous leur avons donné notre duc qui est devenu leur roi. Charles III, quand il s'exprime, dit « Votre duc, mon roi, mon aïeul ». Quand la reine d'Angleterre est décédée, le drapeau qui était sur son cercueil était le drapeau normand. Et nous leur avons donné non seulement notre duc pour devenir leur roi, mais nous leur avons donné nos institutions. J'ajoute même que nous leur avons donné notre culture et notre civilisation. La seule chose qu'on n'a pas su leur donner, c'est le goût de la gastronomie. Donc tu vas leur dire qu'il y a quelques produits normands qui peuvent éventuellement leur donner quelques sources d'inspiration.
Je voudrais enfin remercier Thomas Elexhauser, les équipes de la Normandie Conquérante qui ont organisé cet événement. Merci à vous. Vous avez fait, comme chaque année, un boulot extraordinaire. Et donc, merci à toute l'équipe qui a organisé cet événement. Merci mille fois. Alors, je termine par celui qui préside le groupe de la Normandie Conquérante depuis 10 ans, David Marguerite, lui dire que il est arrivé au Sénat il y a quelques mois de façon assez fortuite, puisque ce n'était pas vraiment son souhait en réalité, mais lui dire que, ayant été parlementaire pendant 20 ans, j'observe à quel point son arrivée au Palais du Luxembourg est une arrivée remarquée par la qualité de ses interventions, la pertinence de ses observations. J'allais dire qu'avec Joël Bruno, il forme une bonne paire, puisque lui aussi est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et de dire à David que le Cotentin lui doit aussi beaucoup, puisqu'on est en Normandie. Et vous rappelez quand même que le Cotentin, c'était il y a 10 ans la désolation industrielle, c'était le chômage de masse, et que de cette terre qui était tellement en difficulté, on en a fait une terre qui est une terre d'investissement, de développement, de projets extraordinaires, et qu'au bout du compte, mon cher Bruno, les Vendéens s'enorgueillissent toujours de leur capacité à avoir une usine quasiment dans chaque village. Bien, il y a mieux que ça, il y a le Cotentin et la Manche, et tu dois savoir qu'il y a un endroit en France qui a créé le plus d'emplois industriels, plus que Toulouse, et l'aéronautique, c'est le Cotentin. 3600 emplois industriels ont été créés ces dernières années dans le Cotentin. Et on est passé d'un taux de chômage d'une douzaine de pourcents à 4% aujourd'hui, c'est-à-dire au plein emploi. Alors c'est bien sûr lié à l'investissement des entreprises, mais c'est aussi, on peut le dire, à la formidable relation que nous avons eue ensemble pour bâtir ce redressement industriel par toute une série d'initiatives qu'il n'est pas l'heure de développer aujourd'hui. Et avec des perspectives, je vous le dis, mais qui démontrent à quel point on a des enjeux gigantesques dont on ne parle jamais. C'est cela donc, qui sera le début de mon discours. C'est des problématiques de formation, des problématiques d'accompagnement de l'investissement qui sont absolument gigantesques pour nous. Pour nous, Normands, nous savons qu'entre l'EPR de Penly, pour sa seule construction, 2000 ingénieurs, pour l'ensemble des projets industriels qui sont sur la vallée de la Seine, liés au fait que nous devenons la première région productrice d'électricité décarbonée, avec des projets de plusieurs milliards d'euros, imposant bien sûr à chaque fois des dizaines d'ingénieurs, auxquels vous ajoutez les projets autour d'Orano et du recyclage nucléaire, où il faudra 3000 ingénieurs. Rien qu'en Normandie, nous estimons qu'il nous faut entre 5 à 6 000 ingénieurs supplémentaires sur les projets nouveaux. Dans un pays qui forme 40 000 ingénieurs par an, vous imaginez le défi économique que cela représente quand sur un projet comme Penly, il nous faut trouver 12 000 collaborateurs pour la construction. Et donc derrière, l'horreur bureaucratique dans laquelle nous nous situons quand, sur une précédente centrale, il nous fallait aller un an et demi pour bâtir un parking. Aujourd'hui, il nous faut 3 à 4 ans pour arriver à faire en sorte qu'on puisse sortir un parking. Et quand il s'agit de logement, vous imaginez ce que ça peut représenter. Mais pour nous, région, ce défi, on l'a pris à bras-le-corps, et d'où l'effort gigantesque que nous effectuons sur l'enseignement supérieur. Et je vous rappelle que nous ouvrons sur nos propres moyens 5 écoles d'ingénieurs en Normandie pour essayer de répondre à ces perspectives industrielles absolument exceptionnelles dont le Cotentin est probablement le plus beau fleuron. Alors, d'habitude, je vous parle beaucoup de la Normandie. Comme le ministre de l'Intérieur est là, je vais plus vous parler de politique nationale. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, parce que je ne fais jamais de politique, comme vous le savez. Et je voudrais simplement évoquer devant vous 3 ou 4 points, compte tenu de cette période, je ne sais pas comment la qualifier, consternante
cette période de chaos politique dans lequel on est, ce sentiment que plus rien ne répond, à une exigence simple qui est celle des Français, qui est de se dire, bon voilà, la dissolution nous a amené les résultats qu'on connaît, est-ce qu'on peut avoir un brin de stabilité pour éviter que le pays ne s'effondre un peu plus? Parce que moi, ce que j'entends, ce n'est pas la demande de bordel, la demande de manifestation. Ce que j'entends, c'est des Français qui disent, soyez un peu responsables. Je crois que c'est ça que j'ai entendu, moi, tout l'été. Et je voudrais évoquer juste 3 ou 4 pistes devant l'un des acteurs des prochaines semaines sur la constitution gouvernementale et tout le reste. La première, je n'arrête pas de le dire, mais je le redis encore aujourd'hui, je le disais quand je faisais des plateaux télé au moment des élections législatives liées à cette formidable dissolution, je disais, il y a quand même un pays, c'est quand même un pays particulier que la France. C'est un pays qui parle redistribution de richesses avant même la question de la création. C'est assez extraordinaire. Vous n'avez, dans la campagne des législatives au moment de la dissolution, à aucun moment, vous n'avez eu de discours sur comment on crée plus de croissance, chacun ses solutions, comment on crée plus de richesses, comment on crée plus de valeur ajoutée, comment, parce qu'on aura créé plus de richesses et de valeur ajoutée, on aura un peu plus de pouvoir d'achat pour nos compatriotes. Parce que la question du pouvoir d'achat, ce n'est pas de savoir si on va piquer dans la poche d'à côté, c'est d'abord de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de création de valeur dans un pays pour faire en sorte qu'on puisse, en effet, mieux aller que nous n'allons aujourd'hui. Et donc, c'est quand même ça la question centrale. Et c'est incroyable. L'Europe a fait le choix de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire d'être capable d'être une terre d'innovation, de création de richesses, de talents, qui l'amènerait à pouvoir se séparer de devenir une puissance de hard power, de puissance militaire. On a vu le résultat de tout ça, on est des vassaux complets des États-Unis sur une crise qui a lieu en Europe. Mais je regardais les chiffres pour préparer mon intervention et les choses sont assez extraordinaires. C'est que le continent européen a fait le choix de la paix, de la sécurité et de se dire on va bâtir un ensemble normatif avec ses valeurs, ses principes. Et ces valeurs et ces principes vont s'appuyer sur une économie extrêmement performante et l'économie du XXIe siècle. Et pourtant, on n'a pas fait le début du job qu'on aurait dû faire, ni en Europe, ni en France. Quand je regarde 2 ou 3 chiffres, je vous les lis parce qu'ils sont intéressants. En matière de recherche et développement, qui devrait être l'obsession, qui devrait faire partie des priorités majeures et absolues d'un programme politique. Quand les États-Unis consacrent 3,6% de leur PIB, l'Europe y consacre 2%. Quand on parle d'enseignement supérieur, nous qui avons ouvert 2 facs de dentaire, des écoles qui n'existaient pas, qui portons 5 écoles d'ingénieurs, qui finançons 650 millions d'euros dans l'enseignement supérieur durant ce mandat, eh bien, quand les États-Unis consacrent 2,5% à l'enseignement supérieur de leur richesse, nous y consacrons 1,7%. Et derrière tout ça, eh bien entendu, quand on parle des grands groupes et des grandes entreprises qui aujourd'hui constituent les GAFAM, les Amazon, etc., eh bien, vous n'en avez quasiment aucune en Europe parce que toutes les technologies de rupture, toutes les grandes innovations, eh bien, elles ne sont pas chez nous, elles sont ailleurs, c'est-à-dire là où a été créée l'intelligence et la capacité de pouvoir porter l'investissement. Nous avons plus d'épargne que les Américains, et pourtant, dès lors qu'une entreprise a besoin de capitaux massifs au-delà de 100 millions d'euros dans une start-up, c'est très difficile parce qu'on n'a jamais créé, par exemple, un marché des capitaux unifié à l'échelle européenne. Nous n'avons jamais été capables de bâtir un marché qui donne suffisamment de profondeur aux entreprises pour pouvoir ensuite aller à l'exportation. Et au bout du compte, on en arrive au résultat qui est un résultat terrible, terrible. C'est que la France, l'Europe et les États-Unis, c'était à peu près 30% de la richesse mondiale, il y a 20 ans. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est 25% de la richesse mondiale. C'est normal, il y a des nouveaux acteurs, donc forcément, il y a une baisse relative. Quand l'Europe, c'est désormais 17% de la richesse mondiale.
Et derrière, vous avez une conséquence évidente, c'est que le pouvoir d'achat des Américains est 30% supérieur au pouvoir d'achat des Français quand il était comparable aux Français il y a 30 ans. C'est ça la situation de la France. Et quand, enfin, dans cette terre qui est une terre de l'agriculture, le président des chambres d'agriculture de France, la semaine dernière, qui accueillait l'ensemble de ses collègues de toute la France, me dit « Hervé, tu te rends compte que pour la première fois de l'histoire, la France va avoir une balance de l'industrie agroalimentaire, de l'agroalimentaire déficitaire, que nous manquons aujourd'hui de lait. » J'allais dire que les industriels, parfois, ont un peu de responsabilité sur le sujet en n'ayant pas forcément payé le lait au bon prix. Mais au bout du compte, que la terre de France soit désormais importateur net en matière de produits agroalimentaires, ma chère Clotilde, c'est quand même quelque chose d'assez ahurissant quand on y réfléchit. Et donc, ce que je voudrais, mon cher Bruno, dans la constitution gouvernementale et dans le projet qui nous permettrait de pouvoir tenir encore 19 mois, ça va être long, 19 mois, hein. Très long, très long. Mais c'est qu'on n'oublie pas dans la construction budgétaire que la priorité, d'abord, autant que possible, c'est de préserver la création de richesses et de valeurs, qui est le seul moyen de faire en sorte que nos compatriotes, pour qui la vie est si difficile, le deviennent un peu moins. Et donc, j'en arrive à mon deuxième point, mesdames et messieurs, et je le dis aux chefs d'entreprise qui sont là, ma chère Jeanne, vous qui êtes là, la présidente des entreprises de taille intermédiaire normande. J'aimerais entendre le patronat expliquer, Jeanne, que la taxe Zuckman, c'est une folie absolue. Le président de la Chambre régionale du commerce et de l'industrie, qui est là aussi, je ne sais pas où il est passé, lui dire que j'aimerais entendre l'ensemble dans la première région industrielle de France. Bruno, 20% du PIB régional. Ah ben Agnès, t'es pas à l'heure, hein? Ah ben bravo. Je ne sais pas si tu mérites d'être encore porte-parole des Républicains avec un truc pareil. Hein. Ouais. Bon. Enfin, ceci dit, t'es très élégante, c'est normal, t'es une Parisienne, t'arrives chez nous. Voilà. Non. Mais, bon, tu diras bonjour à tout le monde après, Agnès. Donc, je dis, ma chère Jeanne, dans cette région qui est une région industrielle, 20% du PIB, 30% de l'emploi est industriel dans des départements comme le vôtre. Dire, mais la taxe Zuckman, mes chers amis, c'est... Alors, j'ai cherché une comparaison, je ne sais pas si elle est très bonne, j'aurais dû la tester avant, mais bon. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire, en clair, au lieu de pouvoir tous les jours se dire qu'on va avoir des œufs qui vont nous permettre éventuellement de pouvoir prospérer ou de pouvoir manger, eh bien, on décide de tuer la poule. Je vous assure, c'est ça le sujet. Est-ce que, je vous pose cette question, est-ce que, si cette taxe était si intelligente, pourquoi aucun pays au monde ne l'a adoptée? Je vous pose cette question. Il y a des pays sociodémocrates, il y a des gouvernements de gauche en Europe. Je ne connais aucun pays qui s'est dit, tiens, on va décider de taxer le capital des entreprises. Je ne vous parle pas, si vous l'avez vu, d'Éric Coquerel qui n'avait absolument rien compris à l'économie. Heureusement qu'il est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Mais il y a quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'on va taxer le capital. Mais alors, quand on parle du capital, on va taxer quoi? L'outil industriel. On va taxer les machines? Ceci dit, on a eu un parti socialiste qui a eu un candidat en 2017, Benoît Hamon, qui parlait de mettre en place une taxe pour l'outil industriel dans chaque entreprise parce que ça allait créer de l'emploi. Comme quoi, il y connaissait grand-chose à l'économie encore. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, je pense qu'il y a un problème. D'accord. Et donc, juste vous dire ceci.
Sur la taxe Zuckman, si on l'adopte, ça veut dire une nouvelle fois que la désindustrialisation du pays va progresser à une vitesse colossale, exponentielle. Il n'y aura pas d'autre issue que celle-là. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura quasiment plus aucune start-up en France. Parce qu'avant qu'une start-up ne gagne de l'argent, elle vaut. Et il n'y a pas que Mistral. Et donc on va dire à des gens qui investissent dans une boîte, qui perdent de l'argent, mais qui a une grosse valorisation parce qu'il y a un gros potentiel, on va leur dire, bah, écoutez, vous allez payer plusieurs dizaines, voire dans le cas de Mistral, plusieurs centaines de millions d'euros sur des ressources qui n'existent pas. Et c'est pire encore, parce que je trouve ça incroyable de formation politique qui parle de souveraineté tous les matins. C'est que si vous avez la taxe Zuckman demain matin, la souveraineté industrielle de la France, elle disparaît encore plus, parce que ça veut dire... Ça veut dire tout simplement que le chef d'entreprise n'aura qu'une solution, c'est de se dire « je vends la baraque à des fonds d'investissement chinois, américains ou de je ne sais où pour me débarrasser et me dégager d'impôts confiscatoires. » Parce que quand j'entends quelqu'un me dire c'est pas très important, il ne s'agit que de quelques entreprises, celles qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, grosso modo, tout le monde pense que c'est Bernard Arnault qui est concerné. Mais non, c'est énormément d'entreprises de taille intermédiaire dont on manque déjà tellement en France. Et donc, mesdames et messieurs, je vous assure, si on veut faire folie, on adopte des mesures comparables à celles-ci. Et donc, j'en arrive à mon troisième point. Je ne veux pas être trop long parce que vous n'êtes pas venu pour moi, je le sais. Ah, merci, merci, merci. J'en arrive au troisième point, j'ai eu l'occasion de le dire au Premier ministre hier qui m'a gentiment reçu. Je lui ai dit une chose simple. Je lui ai dit, bâtir un gouvernement stable pour essayer de tenir le coup jusqu'à l'élection présidentielle, c'est une chose. Mais bâtir un gouvernement en achetant le soutien du PS, en décidant de mettre en œuvre des propositions du PS, c'est une trahison à nos valeurs et à nos principes. Qu'on décide de participer à un gouvernement pour, en effet, éviter le désordre absolu. C'est une chose. Mais on ne peut pas, nous, droite et centre-droit, je ne suis candidat à rien et absolument pas, mais on ne peut pas, nous, droite et centre-droit, se dire qu'au nom de la stabilité, on va renoncer à tout ce qu'on croit. Ça, ce n'est pas possible. Et ça aurait même un effet inverse. C'est que s'il fallait que nous fassions cela, ou du moins que nous acceptions cela, ça veut dire en clair que nous n'avons aucun crédit au moment de l'élection présidentielle de 2027. Aucun. Aucun. C'est aussi simple que cela. Nous sommes là pour faire en sorte que, autant que possible, le bateau ivre ne soit pas complètement immergé par les flots du chaos politique. Mais nous ne sommes pas là pour, au bout du compte, accepter des mesures qui sont totalement contraires à l'intérêt de la France et des Français. C'est aussi simple que ça. Et dans ce cas-là, je ne suis pas le conseiller de Bruno Retailleau, et des parlementaires qui sont là. Mais dans ce cas-là, pardon, mais on n'a rien à faire dans le gouvernement. S'il fallait que ce soit ça la solution. Ça me paraît assez simple. Bref, je le dis, après taxe Zuckman évacuée, je termine par un dernier point. La fiscalité et l'amélioration de l'action publique. Alors, je me félicite de l'initiative du Premier ministre sur l'idée de la relance de la décentralisation. Moi qui suis régionaliste, je ne vais pas dire le contraire. On le sait très bien, les conseillers, Sophie qui est là, le sait.
La région a sauvé des centaines d'entreprises et je suis fier et heureux quand je passe à côté de Louviers ou quand je passe à Cherbourg à côté d'ACPP, d'entreprises qu'on a sauvées avec parfois le concours de l'État, mais où c'est la région qui a pris la main. Et quand Manoir Industrie, c'est 450 salariés, dernière entreprise française de tuyauterie industrielle de très haut niveau, on a su la sauver, on a su trouver un nouveau repreneur. Donc je suis ravi de cette histoire. Mais il y a tout de même un certain nombre de difficultés pour la décentralisation. La première, bien sûr, c'est la question des ressources. Parce qu'on ne peut pas avoir de liberté locale et décentralisation accélérée si on n'a pas des ressources nouvelles. La seconde, c'est bien entendu un chef de l'État qui a été le plus grand recentralisateur qu'on ait jamais connu depuis 1958. Je rappelle que le général de Gaulle, en 1969, appelait à la constitution de régions parce qu'il estimait que désormais l'unité de la France et le développement de la France permettaient de pouvoir aller vers ce chemin. Et c'est vers ce chemin qu'il faudrait aller. Troisièmement, on a un sujet qu'on oublie toujours sur la décentralisation. C'est la question des syndicats. Si. Parce que les syndicats sont hostiles à la décentralisation, parce que les syndicats se nourrissent dans leur responsabilité d'un dialogue avec le gouvernement. Et nous le vivons dans l'agriculture plus qu'ailleurs. Nous avons eu la plus grande hostile à la décentralisation en matière agricole, c'était la présidente de la FNSEA, Madame Lambert, qui expliquait que ça n'était pas efficace. Sauf que quand on a récupéré la dotation pour jeunes agriculteurs que nous avons, que désormais nous gérons, il y avait quand même la bagatelle de 1000 dossiers en souffrance, 300 dossiers qui n'étaient pas instruits, des règles bureaucratiques qui faisaient que si l'agriculteur n'avait pas un projet 5 ans plus tard qui était comparable à celui qu'il avait présenté, il devait rembourser l'État, comme si vous pouvez savoir si vous allez avoir 10 vaches de plus ou 10 vaches de moins quand vous vous installez. Et au bout du compte, des liquidations de dotations des jeunes agriculteurs qui étaient quasiment inexistantes. Eh bien, on a là un exemple concret d'une région qui a bâti avec le monde agricole une DGA efficace qui fait qu'aujourd'hui, quand un jeune agriculteur dépose un dossier, 2 mois plus tard, il a son accord de financement. Mais c'est ça. Et deuxièmement, quand en revanche, on nous reprend, je ne vais pas être trop long, les mesures agricoles, environnementales et climatiques que nous gérions et les aides surfaciques que nous gérions, qui ont été confiées à nouveau à l'administration centrale, et que nous manquons beaucoup d'argent parce que l'agriculture normande investit beaucoup parce qu'elle va mieux, et qu'on dit au ministère de l'Agriculture, il faut nous redonner de l'argent parce qu'il y a des lignes de crédit qui ne sont pas consommées pour qu'on puisse aider l'investissement, la performance des exploitations, eh bien, il faut 1 an pour qu'on arrive à débloquer 20 millions d'euros parce que la technocratie, bien entendu, est frein en permanence à cette histoire. Donc, ce n'est pas si simple que ça, la décentralisation, mais il est sûr que si on veut un peu d'efficacité dans l'action publique, on n'a pas le choix que d'aller vers ce chemin, qui est un chemin où, en plus, on associe nos compatriotes à la construction de nos politiques. Je voudrais juste dire que sur la décentralisation, et je termine là-dessus, le sujet, ce n'est pas le millefeuille entre la région, le département et les communes, c'est vraiment marginal. Le sujet, c'est entre l'État central, l'État et les collectivités. J'ai souvent raconté cette anecdote, une fois, j'ai souvent raconté l'anecdote, mais qu'une seule fois au président de la République qui, à une époque, m'invitait de temps à autre pour un rendez-vous, c'était avant les élections présidentielles de 2022. Et je lui dis, mais président, vous savez, la décentralisation, ce n'est pas ce que vous croyez avec des gens qui font la même chose d'un bureau à l'autre, c'est ce que vous pensez aussi d'ailleurs un peu. C'est l'État central et les collectivités locales. L'État qui n'a pas confiance aux collectivités et qui donc garde toujours des bribes de compétences pour se dire « je vais pouvoir contrôler ». Mais surtout, je veux dire, c'est quand même l'extraordinaire confusion au sein de l'État. Et un jour, nous présentions 20 projets financés au titre de l'économie circulaire. Et donc, j'avais dans ma note que c'était cofinancé État-région. J'arrive, je m'installe, et monte le directeur de l'ADEME, agence de l'État, et il commence son discours en disant
Je suis très heureux de cette convention et de ces financements tripartites. Tripartite, l'État, région, je ne comprenais plus le tripartisme. Et là, il dit, oui, nous sommes très heureux de ce financement entre l'ADEME, agence de l'État, la DREAL, service de l'État, et la région. Donc, c'est qu'une agence de l'État considérait qu'elle-même, elle n'était plus exactement dans l'État, et qu'il y avait donc deux fonctionnaires de l'État qui avaient instruit le même dossier, et la région qui avait instruit aussi son dossier. Eh bien, l'économie circulaire, c'est un élément du soutien à l'économie, ça devrait être géré par la région purement et simplement, et je peux vous garantir que là, on va gagner en efficacité et qu'on va faire des économies. C'est ça, la réalité du sujet. Et donc, je termine mon 4e point. C'était trop long, c'est ça? Le 4e point, ce sont les économies. Impôt versus économie. Alors, j'ai entendu Bruno sur BFM, excellentissime, cette semaine. Et moi, je vais vous en donner des pistes d'économie faciles. Le service national universel, il n'a jamais été universel. C'est quelque chose de beau, mais j'y suis allé moi-même à une cérémonie. Et j'ai parlé avec les jeunes. C'était tout. Le service national universel, moi j'ai été un des rares parlementaires, j'étais tout jeune parlementaire à être opposé à la fin du service national. Hein. Donc je peux d'autant plus le dire, et j'ai été mis à défense, donc j'ai un peu d'idées sur le sujet quand même. Et j'ai constaté que le service national universel, ça s'adressait à des jeunes qui étaient parfaitement intégrés et qui étaient totalement attachés aux valeurs de la République. Donc ça a eu un vecteur, en effet, en termes de recrutement pour les forces de sécurité intérieure, etc. C'est un beau moment. Mais ça a totalement raté sa cible, qui est celle de s'adresser à celles et ceux qui ont des problématiques avec le drapeau national. Et donc, consacrer plusieurs milliards d'euros, comme le propose le président de la République, pour quelque chose qui a échoué, c'est une première source d'économie. Et donc l'extinction du service national universel, voilà déjà une première source d'économie assez facile. Je vous en donne une seconde. Les ruptures conventionnelles. Mon fils va être fou, mais ce n'est pas grave. J'ai un grand-fils qui a plein de copains qui sortent de belles écoles, qui n'ont aucun problème d'employabilité. Nous avons nous-mêmes, parfois, certains de nos copains qui sont cadres, salariés, techniciens, ingénieurs. Mais j'ai constaté à quel point la rupture conventionnelle était un moyen de pouvoir s'offrir 6 mois de vacances aux frais de la République. Ben oui, moi je peux vous le dire, je les ai eus à la maison. Donc je peux vous le dire, c'est globalement, ok, je vais changer de vie là, mon petite rupture. Alors, le patronat, Jeanne, a une part de responsabilité. Parce que souvent, c'est trop facile de faire une rupture conventionnelle plutôt que de dire aux salariés, ben, tu veux partir, tu vas partir. Vous avez en face de moi un président de région, président d'une collectivité, petit chef d'entreprise, qui, lorsqu'il y a un salarié dit « je veux partir » et qui me demande une rupture conventionnelle, je dis non systématiquement. Parce que, pardon, mais ce n'est pas un contribuable. 10 milliards, ça coûte par an de financer les ruptures conventionnelles lorsqu'elles sont parfois légitimes, mais parfois illégitimes. Troisième sujet, je vous en donne 2 autres, ou un seul pour ne pas être plus long. Les énergies renouvelables. Nous sommes dans un pays qui produit plus d'électricité que nous en consommons, à peu près 20%, je fais court. Nous achetons de l'électricité renouvelable autour aujourd'hui de 100 ou 120 € du mégawatt. Énergie qui nous oblige, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui vous avez entre 10 et 20 des 57 réacteurs des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt pour laisser de la place aux énergies renouvelables qui ne sont pas stockables. Et cette énergie dont nous n'avons pas la consommation,
nous impose de faire des investissements gigantesques sur les réseaux pour éviter ce qu'ont connu les Espagnols ou les Allemands, autour de 10 milliards, et énergie que nous revendons à nos voisins entre 0 et 50 euros. C'est-à-dire que nous subventionnons l'exportation d'énergie dont nous n'avons pas besoin pour nos voisins immédiats. Eh bien, si vous voulez faire des économies, vous ne pouvez pas à la fois porter la modernisation de notre parc électronucléaire. Nous pouvons, dans le même temps, prolonger les centrales nucléaires de 20 ans pour le coût de 5 euros du mégawatt et continuer à financer des éoliennes terrestres à 100 ou à 120 euros du mégawatt ou des panneaux photovoltaïques que nous avons achetés en Chine et que les Français, par ailleurs, au moins pour l'éolien terrestre, ne veulent pas. On a fait un sondage, Bruno, en Normandie. Est-ce que vous êtes favorable à l'éolien terrestre? 6% des Normands sont favorables à l'éolien terrestre. Et donc, il y a quand même, en plus de cela, une espèce d'élément tout de même assez surréaliste dans une démocratie, c'est qu'on impose quelque chose aux Français qui leur coûte de l'argent et qu'ils ne veulent pas. C'est quand même incroyable. Incroyable. Donc, sur cette question, elle est simple. Tant que le pays est largement excédentaire en énergie, il faut limiter les énergies renouvelables là où il y a des filières industrielles. C'est-à-dire l'éolien offshore, dont le rendement est nettement supérieur à l'éolien terrestre ou au photovoltaïque. Derrière, il y a des usines, il y a des emplois, il y a des filières industrielles. L'hydrolien à Cherbourg, là où il y a les deux seules entreprises françaises capables de faire des turbines permettant d'utiliser l'électricité pour les courants marins, mais certainement pas continuer à développer l'éolien terrestre dont l'essentiel des machines viennent de Chine, comme les panneaux photovoltaïques. Tout ça a pris d'or par rapport à ce dont on a besoin. Voilà des éléments d'économie qui représentent en tant que tels déjà probablement 10 ou 15 milliards. Mme Pluchet m'en dirait encore plus sur le sujet, mais je vais m'arrêter là. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et au bout du compte, j'ai juste deux observations en conclusion. La première, c'est une interrogation, Bruno. Quand on se le dit souvent les conseillers régionaux, il y a tas de choses qui vont bien dans notre pays. Il y a des tas de choses qui marchent. Il y a des tas d'initiatives extraordinaires. Il y a des tas d'entreprises. Vendredi, en début d'après-midi, j'étais avec le GANIL, les chercheurs de l'Université de Caen, deux entreprises du coin de Cherbourg. Nous serons le seul endroit au monde où nous pourrons proposer une expertise extrêmement précise pour tout le champ du spatial, de l'automobile, etc., sur la protection aux radiations. Nous serons capables de proposer la totalité du spectre dont ont besoin les entreprises pour le développement. Ce sont des choses qu'on fait pour l'instant, pour l'essentiel, aux États-Unis et ailleurs. Et nous, Normands, avec la région qui a mis 4,5 millions d'euros, eh bien, on va être capable de proposer ça à la planète entière. Il y a une demande gigantesque. Donc, il y a des tas de choses formidables. Et pourtant, dès qu'on pense à la situation en France, on se désole. C'est ça qui est terrible. C'est qu'à la fois, on se réjouit de tas d'initiatives extraordinaires et en même temps, on se désole dès qu'on parle de la France et des grands ensembles. Et donc, il y a cette espèce de contradiction incroyable qui m'amène à cette deuxième question et qui est, à mon avis, tout l'enjeu de l'élection présidentielle et des prochains mois. C'est comment on donne au pays l'envie du redressement. Comment on dit aux Français, on va bâtir une ambition collective. C'est ça qui est incroyable. C'est que quand on est à l'échelle communale, ou même parfois à l'échelle régionale, quand je vois l'enthousiasme autour du millénaire de Guillaume, etc., on arrive à créer cet enthousiasme, cette ambition, cette envie de partage, cette gaieté, cette joie de vouloir faire des choses. Et puis dès qu'on passe à l'échelle nationale, c'est la fragmentation, c'est l'éclatement, c'est la violence comme jamais j'ai vu dans le débat national. Et donc tout l'enjeu,
tout l'enjeu, ça sera de pouvoir donner un espoir, une espérance. C'est ça le sujet. Et de faire en sorte que nos compatriotes, pas tous, mais une immense majorité, soient capables de se rassembler autour d'un projet politique. Et pour ça, on compte sur toi, Bruno. Je vous remercie.